Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Ils sont comme vous, comme moi. Ils paient leurs impôts. S'effacent devant les dames. Aident les aveugles à traverser la rue. Jouent avec les petits-enfants. Et puis un jour, ils tuent. Les assassins sont parmi nous. La fête de la bière de Karlstein, en Bavière, ne vaut pas celle de Munich, mais elle attire tout de même, au cours de la première semaine d'octobre, une bonne dizaine de milliers de participants. Et c'est le cas ce 3 octobre 1978. La fête de la bière bat son plein. Et, peut-être à cause de la douceur exceptionnelle du temps, tous les records d'affluence sont battus. Les organisateurs se frottent les mains, c'est une belle réussite. Un qui ne se frotte pas les mains, c'est le commissaire Ludwig Brenner. Pour lui, la fête de la bière, c'est le plus mauvais moment de l'année, celui où il a le plus de travail et du travail pas très agréable. Il est près de 2 heures du matin. Le commissaire Ludwig Brenner fend la foule avec impatience. Il déteste cette ambiance, ces ivrognes titubants qui ne voient rien, n'entendent rien, et braillent n'importe quoi. Il déteste cette musique vulgaire qu'on dit typiquement allemande, et par-dessus tout, il déteste la bière. Le commissaire Brenner arrive sur les lieux où il a été appelé. Une immense tente, juste un peu plus petite qu'un chapiteau de cirque, à l'enseigne d'une marque de bière connue. 2 hommes l'attendent à la porte. L'un d'eux s'approche de lui, il a l'air terriblement contrarié, c'est le patron de la brasserie. Un incompréhensible malheur, monsieur le commissaire. J'ai pris sur moi de faire transporter la personne dans ma roulotte. Sans mot dire, le commissaire Brenner lui emboîte le pas, tandis que l'autre personnage s'approche. Je suis médecin. J'étais dans la salle quand cela s'est produit. Un consommateur s'est écroulé avec sa chope pleine. Je me suis précipité. Il était mort. Je l'ai examiné. J'ai pensé évidemment à une crise d'apoplexie, mais pas du tout. Il s'agit d'un empoisonnement au cyanure. Le commissaire Brenner a un haut-le-corps. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Absolument, vous allez voir. Les 3 hommes sont arrivés dans une roulotte de grande dimension située derrière le chapiteau. Sur un lit de camp, il y a une forme allongée, un homme blond, d'une 30aine d'années. Vous voyez? La coloration bleue des lèvres ne laisse aucun doute. De plus, la bouche dégage une odeur caractéristique. Le commissaire Ludwig Brenner enregistre ces informations avec stupéfaction. D'habitude, à la fête de la bière, ce sont des rixes entre ivrognes à coups de couteau, exceptionnellement, par arme à feu. Mais un empoisonnement au cyanure, comment dire ça? Ça ne cadre pas. C'est un meurtre raffiné, sophistiqué. Il demande « On connaît l'identité de la victime ?» Le patron intervient. Je me suis permis de regarder ses papiers. Il s'appelait Fritz Heinsberger, 25 ans. C'est tout ce que je peux dire. Il n'avait aucune connaissance dans la salle? Non. J'ai fait faire une annonce par haut-parleur disant qu'il avait eu un malaise et personne ne s'est manifesté. Il devait être venu seul. Et le personnel n'a rien vu. J'ai interrogé les serveurs et les musiciens, ils n'ont rien remarqué. Vous savez, avec cette foule. Le patron de la brasserie n'a pas le temps d'en dire davantage. Un agent de police fait irruption dans la roulotte. Monsieur le commissaire, on m'a dit que je pouvais vous trouver ici. Il faut que vous veniez tout de suite au stand d'en face, il y a un mort. Un docteur a examiné la victime, il s'agirait d'un empoisonnement au cyanure. Le commissaire Brenner pousse un juron. Cela n'est pas dans ses habitudes, mais il y a de quoi. Il est en effet en train de se produire quelque chose d'incroyable. Une main criminelle a choisi de verser son poison au milieu de ces ivrognes inconscients, dans la bousculade, la fumée et le vacarme. Parmi les quelques 10 000 buveurs de la fête de la bière, il s'est glissé un assassin, et il n'y a pas une seconde à perdre pour l'empêcher de frapper de nouveau. Le commissaire Ludwig Brenner est quelques instants plus tard dans l'arrière-salle du stand d'en face. La scène est la réplique de la précédente, une forme allongée sur un lit de camp. Encore une fois, c'est un homme blond, entre 25 et 30 ans. Les lèvres ont la même coloration bleue, caractéristique. À côté du mort se trouve également le patron de la brasserie et un médecin qui a fait les premières constatations. La seule différence est qu'il y a un 4e personnage, un jeune homme, qui doit avoir 20 ans. C'est vers lui que va le commissaire. « Qu'est-ce que vous faites ici, vous »
Je crois que j'ai vu des choses intéressantes, monsieur le commissaire. Vous avez vu l'assassin? Oui, je pense. Tout à l'heure, alors que j'étais seul à une table, j'ai été abordé par un individu qui m'a tendu une chope pleine en me disant « Je vous l'offre, buvez à ma santé, c'est mon anniversaire ». Comment dit-il? Pas le genre qu'on voit ici. Il était très bien habillé. On aurait même dit un aristocrate ou quelque chose comme cela. Il était plutôt petit, le crâne dégarni et des cheveux gris sur les tempes. Quel âge avait-il? Oh, 60 ans. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Comme je ne répondais pas, il a insisté « Buvez à ma santé, j'ai 60 ans aujourd'hui !» Et vous avez refusé? Oui, parce que j'ai pensé qu'il avait des intentions déplacées. Alors je l'ai envoyé promener. Il s'est éloigné et il a abordé quelqu'un d'autre, justement la personne qui est morte. Mais quand avez-vous eu cela? Vous n'avez pas essayé de l'attraper? Si, mais il y a eu une bousculade, il m'a échappé. Le commissaire Brenner réfléchit intensément. L'affaire avance rapidement et elle prend un tour de plus en plus extravagant. Cet aristocrate grisonnant qui tue au cyanure semble sorti tout droit d'un film d'espionnage. Enfin, effectivement, choisir la fête de la bière pour un règlement de compte entre agents secrets est une excellente idée. Mais l'espionnage ne semble rien avoir dans tout cela. L'individu semble tué au hasard, puisqu'après le refus du jeune homme, il est allé proposer sa chope empoisonnée au premier venu. En tout cas, il n'y a pas une minute à perdre. Par téléphone, le commissaire Ludwig Brenner demande tous les renforts disponibles à Karlstein et dans les villes environnantes. Avec les quelques agents dont il dispose, il fait aussitôt surveiller les portes de la fête. Lui-même parcourt les stands à la recherche du sexagénaire meurtrier. 7 heures du matin, les buveurs sont partis et la fête de la bière de Karlstein est terminée. Elle a fermé avec 2 jours d'avance en raison des événements. Un capitaine de gendarmerie vient faire son rapport au commissaire Brenner qui a installé son PC dans une des brasseries. Rien à faire, commissaire. Mes hommes ont tout fouillé et l'homme s'est envolé. Et il y a pire. Une nouvelle victime? Non. 2. On a ramassé tous les ivrognes qui cuvaient leur bière, mais 2 d'entre eux ne se réveilleront pas. Cyanure. Le commissaire Brenner est blême. Après cette nuit de cauchemar, et au milieu des odeurs écœurantes de bière, il se sent prêt à défaillir. Où les a-t-on retrouvés? Tous les 2 dans l'allée centrale. Si vous voulez mon avis, notre homme a quitté la fête tout de suite après son second meurtre. Il savait que cela devenait trop dangereux pour lui. Mais en chemin, dans l'allée centrale, il n'a pas pu s'empêcher de remettre ça. Il s'est approché d'un homme titubant, lui a proposé de trinquer, et voilà. Oui, c'est sans doute ainsi que ça s'est passé. Le commissaire Brenner se lève pesamment. Brusquement, il se sent pris de compassion pour ces ivrognes qui lui faisaient tant horreur la veille. Après tout, la vie est-elle toujours si drôle pour qu'on n'ait pas envie de temps en temps de l'oublier dans la bière? Face à cet assassin impitoyable, tous ces malheureux buveurs perdus dans l'alcool étaient aussi faibles et vulnérables que des enfants. Le capitaine de gendarmerie suit le commissaire dans les allées désertes de la fête. Et maintenant, que comptez-vous faire? Je vais interroger l'ordinateur. Vous ne pensez pas qu'il serait plus urgent de mettre en place des barrages, de faire des fouilles systématiques? Non. Non, voyez-vous, l'oiseau s'est envolé. Il est bien en sécurité, chez lui. Et nous ne le trouverons pas de cette manière. Et que comptez-vous demander à l'ordinateur? La liste des habitants de la région née le 3 octobre 1918. Parce que vous croyez vraiment à cette histoire d'anniversaire de 60 ans? Pas à 100%. Mais c'est le seul fil conducteur que nous ayons. C'est le soir même que le commissaire Ludwig Brenner reçoit dans son bureau la liste informatique, où ils ne sont pas nombreux à être nés un 3 octobre 1918 dans Karlstein et sa région et à être en vie. C'était encore la guerre, les classes creuses. Il y a tout juste une 20aine de noms. Mais le commissaire n'en a vu qu'un. Et il a ressenti un choc. Karl Hoffmann, le milliardaire. Karl Hoffmann, le patron des aciéries Hoffmann, figure sur la liste. L'ordinateur, avec l'impartialité des machines, l'a placé à l'ordre alphabétique suivi de son adresse, Château d'Oberthof.
Le commissaire Brenner quitte son bureau et monte dans sa voiture. Il va se rendre là-haut, sur cette colline escarpée qui domine Karlstein. Il va se rendre au château d'Oberthof, fierté de tous les habitants de la région. Pourquoi a-t-il la certitude que c'est le milliardaire qui est coupable et pas quelqu'un d'autre? Peut-être parce qu'il se dit qu'une histoire commencée d'une manière aussi extraordinaire ne peut avoir qu'un dénouement extraordinaire. Vous écoutez Les Assassins sont parmi nous. Un podcast issu des archives d'Europe 1. 4 octobre 1978. Le commissaire Ludwig Brenner de la police de Karlstein en Bavière, depuis la veille, aux prises avec une affaire qui dépasse l'imagination. Un tueur a profité de la fête de la bière pour empoisonner au cyanure 4 personnes et semble-t-il au hasard. D'après l'unique témoignage, celui d'un consommateur qui a failli lui-même être victime de l'individu, il s'agirait d'un homme distingué qui fêtait ce soir-là son 60e anniversaire. Faute d'autres indices, le commissaire Brenner a demandé par ordinateur la liste des habitants de la région nés 60 ans plus tôt, et il a eu la surprise d'y voir le nom de Karl Hoffmann, patron des aciéries Hoffmann. Et, sans savoir vraiment pourquoi, le commissaire s'est dit que c'était lui l'assassin de la fête de la bière. Sur le perron du château de Berthof, où habite Hoffmann, le commissaire est accueilli par un domestique, et il a la surprise de s'entendre dire, avant qu'il n'ait ouvert la bouche, « Vous êtes de la police ?»« Oui, mais alors suivez-moi, monsieur. Monsieur vous attend. » Après avoir traversé un interminable couloir, Ludwig Brenner arrive dans une vaste pièce aux murs couverts de portraits des siècles passés. Derrière un bureau, un homme de petite taille, au crâne dégarni et aux tempes grisonnantes. Le commissaire ne peut s'empêcher de penser qu'il a effectivement l'air d'un aristocrate. Malgré la bière qu'il avait bue, le témoin en avait fait une description fidèle. Le policier se présente et demande d'une voix douce, « Vous m'attendiez, monsieur Hoffmann ?»« Oui. » Après l'imprudence que j'ai commise en parlant de mon 60e anniversaire, je savais que tôt ou tard, vous arriveriez jusqu'à moi. J'avoue que je ne pensais pas que ce serait si vite. Je vous fais tous mes compliments. Donc, vous ne niez pas être l'assassin de la fête de la bière? Ah non, c'est bien moi. Le commissaire regarde cet homme aux mains fines, au visage agréable, qui est parfaitement à l'aise dans ce cadre écrasant entre les portraits de ses ancêtres. Il y a un moment de silence. Et il prononce enfin la question que semble attendre son interlocuteur. Mais enfin, pourquoi? Karl Hoffmann a un brusque sourire. Pourquoi? Mais vous aviez la réponse, commissaire? Parce que c'était hier mon 60e anniversaire. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. Vous savez qui je suis? Qui est ma famille? Depuis que j'existe, j'ai tout eu. Mais pour mes 60 ans, j'ai eu une envie folle. M'offrir quelque chose de totalement nouveau pour moi. C'est alors que j'ai pensé à un meurtre. Le milliardaire fixe le policier de ses yeux gris aussi distingués que le reste de sa personne. Je ne vous ennuierai pas avec des considérations privées, commissaire. Sachez seulement que ma femme est morte il y a 3 ans et que nous n'avions qu'un fils qui a été tué lors de la dernière guerre. Dans ces conditions, rien ne m'empêchait de m'offrir ce cadeau un peu spécial. Tout cela a été dit avec une décontraction parfaite et même une sorte de délectation. Le commissaire Brenner, qui n'est pourtant pas un débutant, n'en croit pas ses oreilles. Vous avez tué ces 4 malheureux uniquement pour vous faire plaisir, pour vous faire un cadeau d'anniversaire? Franchement, commissaire, croyez-vous que le type d'individu qu'on rencontre à la fête de la bière mérite vraiment de vivre? Mais oui, bien sûr. Eh bien, moi pas. Et c'est sur ce différend que nous allons nous quitter. Car vous ne pensiez pas qu'après mes empoisonnements de cette nuit, j'allais en rester là. Le commissaire Brenner a compris, se précipite, mais c'est trop tard. Karl Hoffmann a porté la main à sa bouche et tombe à la renverse sur le tapis. Le commissaire se penche sur lui
Il a les lèvres bleuies et sa bouche exhale une odeur caractéristique. La fête de la bière de Karlstein avait fait sa dernière victime. Vous venez d'écouter Les Assassins sont parmi nous, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvain Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Un crime sordide. Le dossier extraordinaire que Jacques-Antoine reconstitue aujourd'hui part d'un crime sordide, mais comme il devient ensuite un dossier réellement extraordinaire, et d'ailleurs célèbre, je suis obligé de vous décrire rapidement les circonstances de ce drame commis le 7 mai 1948. Il est 9 heures du soir. Les époux Emery, après avoir vérifié la fermeture des portes et des fenêtres, se couchent. Ils commencent à s'endormir quand des coups sont frappés à un volet et une voix d'homme s'élève dans la nuit. « Ouvrez! Nous vous apportons un colis de la part de votre petit-fils Josué. » Le fait n'étonne pas les deux vieillards. Josué, en effet, leur envoie de temps en temps un colis de victuailles. « Passez-le par la fenêtre. »« Non, c'est trop grand. » Monsieur Emery se lève, va entr'ouvrir la porte. Lui est brutalement repoussé sur lui. Une main lui étreint la gorge, des coups pleuvent sur sa tête. Il lutte de toutes ses forces, mais un autre individu surgit et sauvagement frappé, il s'écroule. Madame Emery saute de son lit pour se porter au secours de son mari. Elle est assaillie à son tour, mais Madame Emery, qui allongée sur le sol n'a pas complètement perdu connaissance, fait semblant d'être morte. C'est alors le pillage en règle de la maison. Les tiroirs sont précipités par terre, les armoires saccagées, le matelas, le traversin et les oreillers éventrés, les cadres brisés. Les bandits, leur sale besogne achevée, s'en vont, emportant 17 000 francs anciens. 17 billets de 1000 qui représentent les pauvres économies des deux vieillards. Quelques instants plus tard, un voisin entend frapper à sa porte. Il ouvre pour voir Marie Emery, le visage ensanglanté. C'est la fin du premier volet de ce dossier extraordinaire. Le deuxième volet, c'est l'enquête qui va commencer aussitôt en pleine nuit. Une enquête qui aura des suites qu'on peut qualifier de fracassantes. En pleine nuit, donc, l'enquête commence, menée par les gendarmes de Paimboeuf et de Pornic. Mais Madame Emery ne peut fournir aucune indication utile. Son témoignage est confus, plein de contradictions et l'enquête d'abord piétine. Enfin, les gendarmes apprennent que le 30 avril précédent, 3 bandits s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Nantes. Le premier a été repris dès le lendemain et ramené dans sa cellule. Le second, Marcel Guéguen, après avoir volé une bicyclette, installé Francis Chauvin, le 3e évadé, sur le cadre, et il parvenait à fuir. C'est alors que Chauvin se souvint d'un compagnon prisonnier de guerre, Jean D. Jean D, qu'on appelle Petit Jean, un homme de petite taille, au visage ouvert, aux cheveux bruns, aux sourcils charbonneux, en accent circonflexe, voit donc arriver les 2 hommes, avec lesquels il se sent lié par la longue captivité en Allemagne. Et puis Guéguen, blessé, se déplace en sautant sur un pied. Il faut le soigner. Il ne dit pas à sa femme que les 2 hommes sont des repris de justice et accueille les 2 évadés sous son toit. Puis, le 4 mai, il les conduit à Schex-en-Retz, où il possède une petite maison. C'est alors qu'une série de cambriolages commis à cette époque dans les environs de cette localité
sont automatiquement attribués par les policiers aux deux évadés que les gendarmes arrêtent enfin, Marcel Guéguen le 18 mai et François Chauvin le 20 mai. Interrogé, Chauvin nie, et finalement, peut-être à bout de résistance, déclare, pour avoir la paix le 26 mai, « Le crime de la Plaine-sur-Mer, c'est Guéguen et Deshayes. » Jean Deshayes est donc arrêté à son tour. D'abord, il réfute avec énergie les accusations de Chauvin, qui d'ailleurs se rétracte. Mais il est trop tard. Les gendarmes sont maintenant convaincus que Deshayes et Guéguen sont bien les assassins. Refermons le deuxième volet de notre dossier qui va maintenant devenir extraordinaire. Deshayes est interrogé pendant 2 ou 3 jours. Les gendarmes se relaient à 2 ou 3 pour le faire avouer. Ils lui posent sans arrêt les mêmes questions. « À vous !» Il le frappe partout, paraît-il. « À vous ! Mais à vous donc !» À coups de poing, paraît-il, sur la tête, la poitrine, au creux de l'estomac. Il le gifle, paraît-il. Il lui arrache les cheveux, paraît-il. Au bout de 2 jours, Deshayes ne sait plus où il en est. Il avoue. Il avoue parce qu'il a peur de souffrir davantage, en se disant qu'il sera toujours temps de revenir sur ses aveux. Dans le dossier, les choses se traduisent ainsi. Un procès-verbal du 27 mai 1948 relate que Deshayes déclare ce matin-là « Je vous ai menti durant toute la journée d'hier, mais j'ai réfléchi et je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est bien moi qui ai commis le crime. » Ainsi donc se referme le 3e volet par les aveux du coupable, signés et contresignés. Le 4e volet du dossier pourrait s'intituler « La déposition ». Imaginez Deshayes, le petit docker pas très fut-fut, tassé sur sa chaise, qui voit autour de lui tourner les gendarmes autoritaires et puissants. Lorsque l'un d'eux entre dans le bureau le matin de bonne heure, ou de retour après le déjeuner, et qu'il pose son képi, l'air de dire « au boulot » avec un regard qui signifie « à nous deux », Deshayes est vaincu d'avance. C'est ainsi que Deshayes, qui, je vous l'affirme car vous allez finir par en douter, n'a pas participé au crime, va le décrire comme s'il y était. Il va raconter comment, en compagnie de Guéguen, il s'est rendu à la Plaine-sur-Mer, comment Guéguen a frappé à la fenêtre de la ferme, comment Madame Emery a ouvert, comment Guéguen lui a dit qu'il avait un colis à lui remettre, mais que celui-ci était trop grand, comment Monsieur Emery a donc ouvert la porte, comment les 2 hommes se sont jetés sur Monsieur Emery. Et dans ses aveux, Deshayes va décrire le meurtre exactement comme il se déroula. Son récit va concorder en tout point avec celui de Madame Emery qui a survécu. Mais comment la chose est-elle possible ? C'est simple. Les braves gendarmes écrivent, paraît-il, les réponses sur le procès-verbal en transcrivant leurs propres questions. Cela veut dire que l'interrogatoire se passe de la façon suivante. Un gendarme dit par exemple « Tu es entré derrière Guéguen ?»« Oui, répondait. » Et le gendarme écrit « Je suis entré derrière Guéguen. » Puis c'est le fignolage de la déposition. Tu vas nous décrire les lieux maintenant. Et ça donne la déposition suivante. Pour vous prouver que je dis la vérité, je vais vous expliquer comment était meublée la maison. Et Deshayes décrit les lieux. Ce n'est pas difficile, à force d'avoir entendu les gendarmes lui raconter son crime. Il les connaît par cœur. La cuisinière dans la première pièce. Le lit au fond et à gauche. La fenêtre à droite en entrant. Ils en veulent davantage. Ils lui font dessiner le plan. Combien y a-t-il de pièces dans la maison Emery ? Je sais pas. J'ai jamais été, répond Deshayes en pleurnichant. Mais tu sais bien qu'il y a 2 pièces. Ah oui. Oui, il y a 2 pièces. Une grande et une plus petite. Bon, voilà. Eh ben alors fais 2 carrés. Et la cheminée, où se trouve-t-elle ? Je sais pas. J'ai jamais été.
Elle est ici, à droite, voyons. Ah oui, oui, elle est ici. À droite. Et ainsi de suite. Le plan fini, il lui demande s'il est exact. Alors D leur dit « Oui ». Alors ils le font signer. D est conduit à la prison de Nantes, les gendarmes ont leur coupable, tout le monde est bien content. Abordons maintenant le 5e volet de ce dossier, l'un des plus savoureux que nous appellerons la reconstitution. En effet, 3 jours après, on va conduire D sur les lieux pour la reconstitution où le juge d'instruction sera présent. On peut penser que D, pendant ces 3 jours, a pu se ressaisir, qu'il n'est plus l'homme qui, à bout de souffle, signe tout ce que l'on veut, qu'il a retrouvé ses esprits, qu'il s'est rendu compte de l'effroyable engrenage dans lequel il vient de tomber. Le cortège part de Nantes en plusieurs voitures. Le juge d'instruction est assis à côté de D, mais D ne le sait pas. Il croit qu'il s'agit d'un policier. Et le magistrat, le dossier en fait foi, tente une honnête expérience. À quelques kilomètres du village du crime, il fait engager la voiture sur une mauvaise route, puis il pose à D la question. « C'est bien le chemin ?»« Non » répondait. « Il fallait prendre à droite et non à gauche. » Nouvelle preuve donc pour l'accusation que les aveux sont bien sincères. À nouveau, comment expliquer cela? Oh, c'est tout simple. Il paraît qu'1 kilomètre plus tôt, un policier est descendu d'une voiture pour demander la route à une femme. D, d'après ses gestes, a compris qu'elle conseillait de tourner à droite. Donc, quand le juge d'instruction a fait tourner à gauche et lui a demandé si c'était le bon chemin, D a répondu tout naturellement non. Il fallait tourner à droite. Enfin, on arrive près de la Plaine-sur-Mer. Le village est là-bas, dans les champs. Lorsqu'il sort de la voiture au carrefour des routes et qu'on lui dit « Allez-y !» D n'hésite pas. Il marche vers le village comme s'il connaissait déjà le chemin. Il faut dire qu'il n'y a pas à se tromper. La foule est là, de chaque côté, qui l'injurie et crie « Assassin ! À mort !» Cette foule bouscule les gendarmes et tend vers lui des poings menaçants. D marche donc, enchaîné, désemparé, perdu. Le monde entier est contre lui. Il a peur que le barrage soit rompu. Il a peur d'être lynché. Et finalement, les seules personnes qu'il protège, ce sont justement les gendarmes. Il a donc d'autant moins envie de les contredire et d'autant plus envie d'en finir vite. Précédant le juge d'instruction, il suit l'itinéraire où s'est massée la foule, traverse le village et arrive à la sortie. Là, une maison, avec un groupe de badauds qui attendent. C'est un réflexe. Il s'arrête à la haie qui borde le champ. Bien entendu, c'est la maison du crime, et le juge note qu'il l'a reconnue sans hésiter. C'est en bordure de ce champ que les gendarmes affirment que D s'est arrêté pour attendre, guetter et fumer une cigarette. Ils lui disent « Tu as dû t'arrêter ici, au bord du chemin creux !» Mais D entend toujours les gens du pays crier « C'est l'assassin à mort !» Il se dit qu'il faut en finir. Et il a hâte de sortir de là, alors il répond « Peut-être bien. »« Ah, ce n'est pas peut-être, c'est oui, puisque tu nous as dit que vous aviez fumé des cigarettes. »« Ah oui, oui c'est vrai. » Alors on cherche, mais on ne trouve pas les mégots. Le constat précisera que l'herbe est trop haute. Même chose quand on lui désigne le volet où l'avait-tu frappé pour se faire ouvrir la porte par les malheureux vieillards. Quand on lui dit qu'il a volé dans la chambre, après le crime, entre autres objets, 2 montres, il reconnaît le vol des 2 montres. Après, on s'est aperçu que c'était 2 bagues qui avaient disparu. Mais alors pourquoi tant de docilité? Encore une fois, pour fuir ce cauchemar, cette foule, pour en finir. On en finit en effet, puisque les aveux une fois de plus enregistrés, D est reconduit à Nantes, emprisonné, et désormais traité en coupable officiel. On lui donne un avocat, Maître Lemapian. Celui-ci vient voir son client en prison. Et là,
D, enfin, crie son innocence. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Plus de gendarmes, plus de policiers. À sa première comparution devant le juge d'instruction, D revient fermement sur ses aveux. Le magistrat, bien entendu, n'en croit pas un mot. Il refuse d'écouter D lorsque celui-ci parle des méthodes employées pour obtenir ses aveux et sa panique lors de la reconstitution. Il faut comprendre. Tous les magistrats qui ont instruit des affaires savent qu'il n'est pas d'exemple, avant 1948, de malfaiteurs qui aient maintenu leurs aveux au sortir des mains policières. Car le passage à tabac, s'il fait avouer parfois des innocents, donne également un alibi aux coupables. Ils affirmeront avoir été frappés, même si c'est faux. Donc D n'est pas écouté et s'ouvre le 6e volet du dossier. Toute la machine judiciaire s'ébranle désormais pour établir la culpabilité de celui qui a avoué. Et pour arrêter la machine, un homme, l'avocat de l'accusé. Un autre homme, cependant discrètement, va l'aider avec obstination, c'est le commissaire Lebéchec. D, dans sa confession, a admis que Guéguen était avec lui lors du crime et lorsque la malheureuse Madame Emery a été mise en présence de Guéguen et D, elle n'a pas reconnu D, mais elle a dit de Guéguen « Je crois bien que c'est lui ». Guéguen, qui est d'une autre trempe que D, a su résister aux gendarmes. Non seulement il n'a pas avoué, mais il a fourni un alibi. Il consommait dans un café de Scheck-en-Retz au moment du crime. Le commissaire Lebéchec, qui doute de la culpabilité de D, par voie de conséquence, doute aussi de celle de Guéguen. Il s'acharne à vérifier cet alibi et finit par découvrir un médecin qui déclare avoir peut-être consommé dans ce café ce soir-là avec Guéguen. Madame Emery a dit « Je crois bien ». Et le médecin « Peut-être ». Enfin, le commissaire Lebéchec découvre que ce soir-là, Guéguen, à 40 km des lieux du crime, effectuait un cambriolage. Il faut disculper Guéguen du crime de la Plaine-sur-Mer. Dans ces conditions, dit l'avocat de D, que valent les aveux de D? Il faut les prendre dans leur entier ou pas du tout. Il a indiqué que son complice était Guéguen. C'était faux. Il faut donc annuler sa confession. Mais ce n'est pas ce qui se passe. En 1948, telle que la machine est constituée, elle n'est pas faite pour rechercher la vérité, mais pour établir à tout prix la culpabilité de l'accusé. Il n'est donc tenu compte d'aucun des éléments dont l'ensemble devrait pourtant démontrer l'innocence de D. Ainsi, les gendarmes ont oublié de faire préciser à D quelle fut l'arme du crime. Eh bien, personne, au cours de l'instruction, ne s'en préoccupe. On accuse donc D sur ses propres aveux, sans qu'il ait indiqué quel genre d'instrument lui a servi à tuer. De même, au cours de sa confession, D a déclaré qu'il avait, avec Guéguen, brûlé une partie des vêtements et enterré les autres. Eh bien, jamais on ne pourra en retrouver la trace. L'avocat demande à D de se souvenir. Enfin, que faisiez-vous ce soir-là? Il a, dit-il, rencontré un ami qui avait été à l'enterrement d'une Madame Floch. On vérifie, pas d'enterrement le 7 mai. Alors D affirme qu'il a aidé un ami à déménager. L'ami est convoqué. Ah, c'est vrai? Mais pas ce jour-là. D finit par dire qu'il croyait avoir bu un verre au café de la Marine et être rentré tout simplement chez lui. Mais quand la débitante est interrogée par les gendarmes, ils lui disent « Attention, faites bien attention à ce que vous allez dire, car si vous mentez, vous aurez 2 ans de prison. » Alors la débitante refuse de se risquer à donner un accord formel sur la date. Enfin, personne ne tient compte des déclarations de Madame D, qui affirme, elle, que son mari est bien rentré ce soir-là après avoir bu un verre au café de la Marine. La déposition de Madame D à ce sujet ne figure même pas dans le dossier où il y a pourtant plus de 3000 pièces. Parce qu'on ne peut pas faire confiance à Madame D.
parce que c'est la femme de l'accusé, et qu'on va d'ailleurs requérir contre elle 6 mois de prison pour avoir hébergé Chauvin et Guéguen. Mais alors, qui va pouvoir enrayer la machine judiciaire qui inexorablement tourne, emballée, détraquée, de travers? Pourtant un grain de sable, mais un grain de sable gros comme un pavé, devrait tout arrêter. Jugez-en plutôt, chers amis. Madame Emery dit que 2 hommes sont responsables du crime. L'accusé, dans ses soi-disant aveux, confirme qu'il a agi avec Guéguen. Or, Guéguen est mis hors de cause. Alors, qui est le 2e homme? Personne ne s'en soucie. La machine judiciaire avale ce détail sans s'en préoccuper, sans même renacler. Le pauvre petit Jean, parce qu'il ne paie pas de mine, parce qu'il n'est qu'un petit docker pas très fut-fut, qui a cru pouvoir adopter une défense élastique, avouer devant les gendarmes, devant la force, et se ressaisir devant la justice, va-t-il être sauvé avant les assises, pendant les assises? Va-t-il être condamné et définitivement broyé? Qui donc va pouvoir stopper la machine judiciaire lorsque le 6e volet du dossier se referme et avant que s'ouvre le 7e, les assises? Je vous l'ai dit, chers amis, il y a un homme qui, durant cette instruction, qui va durer près de 18 mois, est saisi de doute. C'est le commissaire Lebéchec. Le juge d'instruction lui demande un rapport sur l'affaire. Il résume son enquête en 30 pages, d'où il ressort qu'il est loin d'avoir la conviction que D est le véritable assassin. Il est le seul à freiner une instruction qui tisse maille par maille le filet accusateur. Il énumère les démarches qu'il a faites pour reconstituer l'emploi du temps de Guéguen, Chauvin et D, et il conclut, ce sont les seuls mots qui dans ce dossier approchent la vérité, il est surprenant que D soit l'auteur ou le complice de cet attentat. C'est un être falot, mais travailleur et honnête, que rien ne désigne comme un malfaiteur. On s'étonne qu'il puisse avoir commis ce crime, et cependant tout l'accuse. Ses aveux détaillés à la gendarmerie, ses précisions et ses rectifications, son attitude lors de la reconstitution, l'impossibilité d'obtenir un alibi. Cependant, un problème reste entier. Qui est le 2e homme? Tant que ce point ne sera pas éclairci, on ne saurait dire que la vérité ait été faite sur ce drame. Hélas, les magistrats ne partagent pas ces scrupules. Le 9 décembre 1949, D comparaît devant les assises. Que dit-il? Comment réagit-il? L'innocent que tout accuse va certainement crier son désespoir, son immense terreur d'être jusqu'au bout la victime d'une effroyable erreur. Il a, pensez-vous, le langage et le ton de celui qui, désespéré, joue sa dernière chance. Or, parmi tous ceux qui assistent au procès, aucun n'est frappé ou ému par l'accent de sincérité de D. On dit souvent que la voix de l'innocence ne trompe pas. Quelle bêtise! Quelle idée toute faite! Tous ceux qui l'entendent se défendre, tous confondent sa voix avec celle des vrais coupables, lorsque eux aussi s'obstinent à nier. Comme l'écrira Jean Laborde dans François, je cite, « Pour un homme qui a passé 1 an et demi en prison, qui a répété 20 fois les mêmes paroles, le pouvoir de dire non s'est émoussé. Il est, si l'on veut, devenu une machine à nier. Plus de ces cris de bêtes blessées qui font que les auditeurs, la gorge serrée, se demandent où est la vérité. Une sorte de résignation devant l'incompétence des hommes affaiblit la voix de celui qui a trop souvent répété les mêmes phrases, les mêmes dénégations. L'accusé des assises, c'est un homme qui a usé sa révolte et la livre éteinte, sourde, machinale presque aux jurés qui, pour la première fois, voient l'homme qu'ils ont à juger. » Fin de citation. Et puis, à chaque négation vient la phrase épouvantable du juge, à la fois couperet, conclusion.
Jugement qui vous enfonce petit à petit, vous diminue, vous accuse, vous démontre indéfiniment que vous êtes un menteur, bref, vous condamne un peu plus à chaque fois qu'elle est répétée. Mais enfin, c'est dans le dossier. Êtes-vous un salaud, monsieur l'accusé? Je ne crois pas, monsieur le juge. Si, vous l'êtes. C'est dans le dossier. Avez-vous tué? Non, monsieur le juge. Mais si, voyons. C'est dans le dossier. Alors, à quoi ressemble toute cette comédie? On a envie de résumer en passant directement à la fin. Méritez-vous la peine capitale? Non, monsieur le juge. Mais si, voyons. C'est dans le dossier. Il est à noter que D n'ose parler des violences qu'il a subies. Il craint que cela indispose les jurés. Peut-être a-t-il raison. S'il parle, s'il évoque les coups, les gendarmes vont venir à la barre expliquer que les aveux de D ont été spontanés, qu'il a fourni lui-même les détails, la description des lieux, etc. Et entre la parole de ces gendarmes, d'ailleurs braves et convaincus, et celle du petit docker douteux, les jurés n'auront guère d'hésitation et seront d'autant plus sévères. Car tout compte fait, les jurés sont indulgents. Et oui, ils sont indulgents, puisqu'ils ne lui donnent que 10 ans. 10 ans. Pour un homme qui a blessé et tué volontairement pour voler, on ne peut s'empêcher de penser que ce n'est pas beaucoup. Ah, bien sûr, pour un innocent. 10 ans. N'ayons pas peur des adjectifs, ils sont nécessaires. Ils nous donnent le temps de mesurer l'étendue de cette injustice. 10 ans, c'est épouvantable. Et l'on imagine facilement le désespoir du malheureux petit Jean. Ce 7e volet du dossier étant refermé, on l'emmène, menottes aux mains, ce soir d'hiver lugubre, vers la prison affreuse, commencer dans une solitude tragique, à souffrir cette peine interminable. Mais pensez-vous, ce n'est pas la fin de cette affaire, ce n'est pas possible. Ce petit Jean de 40 ans ne va pas croupir 10 ans en prison et voir sa vie définitivement gâchée. En effet, nous n'allons pas en rester là. Ce n'est pas la fin de ce dossier. Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.